Exprimer notre sincère gratitude pour avoir accepté de nous accompagner par votre présence dans cette nouvelle initiative. La journée que nous vivons aujourd'hui est bien plus qu'une simple cérémonie. C'est un jour merveilleux, un jour d'espoir, un jour de rupture fondamentale avec un système de prédation et de mauvaise gouvernance érigé depuis notre indépendance jusqu'à ces jours. Cette journée grave dans les marbres de l'histoire congolaise, la manifestation d'une volonté inébranlable, celle d'un groupe de personnalités qui ont levé l'option de mettre au cœur de leur combat politique les intérêts des Congolaises et des Congolais, loin des combines ancestrales et des calculs tribaux. Nous fondons une nouvelle expérience politique sur le seul pilier de l'idéologie fondée sur la démocratie, le bien-être intégral de l'homme dans un environnement sain et le bannissement de la domination d'une infime minorité au pouvoir qui accapare les richesses du pays au détriment de la majorité de la population. C'est une fondation basée sur l'idéologie et la justice sociale. C'est la rupture. C'est le combat pour l'instauration d'un nouveau système à visage social de la gauche. Que chacun les comprenne donc. Cette initiative est une déclaration de guerre à l'ordre ancien. Votre présence ici n'est pas un acte de courtoisie, c'est un engagement. C'est le signal que vous comprenez la gravité de l'instant et que vous êtes prêts à accompagner cette révolution qui s'annonce. Aujourd'hui, la coalition de la gauche congolaise fait son apparition. Non pas dans le tumulte préélectoral habituel, mais dans un temps résolument non suspect. Nous ne sommes pas une énième plateforme dictée par des ambitions personnelles ou des calculs politiciens à court terme. Non. La CGC est l'expression de la rupture radicale avec le pratique d'un passé qui nous a trop longtemps asservi. La République démocratique du Congo, un vaste territoire de 2 345 000 km², regorge de ressources naturelles incommensurables. Avec plus de 80 millions de terres arables, elle se positionne comme le deuxième pays au monde en termes de terres cultivables, juste après le Brésil. Peuplée de plus de 100 millions d'habitants, dont près de 60 millions de jeunes, elle est souvent qualifiée de véritable scandale géologique et des poumons du monde. En dépit de ses atouts considérables, et après 65 ans d'existence, la République démocratique du Congo n'a jamais réussi à garantir le bien-être de sa population. Le pays se montre incapable de défendre son territoire, de sécuriser ses citoyens, de les nourrir, de les loger convenablement, de les éduquer, de leur administrer la justice ou encore de protéger son environnement. La raison évidente de cet échec réside dans un système de confiscation du pouvoir du peuple, d'oppression et de prédation.
Ce système mis en place dès 1960 par une élite motivée par l'enrichissement personnel s'est enraciné au fil des décennies sous les régimes successifs atteignant aujourd'hui son paroxysme. En effet, depuis son indépendance, la République démocratique du Congo a été maintenue dans une instabilité multiforme et permanente causée ou entretenue par sa minuscule élite politique. Depuis son indépendance, la République démocratique du Congo a été plongée dans un cycle interrompu de crises profondes et multidimensionnelles. L'ambition nationale a été systématiquement sapée par un système de gouvernance prédateur, un modèle érigé dès les premières heures de la souveraineté et scrupuleusement suivi par tous les régimes qui se sont succédés. Ces systèmes dont les mécanismes n'ont cessé de desservir le peuple congolais a permis à une élite de s'enrichir au détriment de la nation tout entière. Les premières années furent marquées par des mutineries et des conflits internes violents, culminant dans l'assassinat tragique de Patrice Emery Lumumba. Les sécessions du Katanga et du Sud-Kasaï, aggravées par une ingérence étrangère récurrente, ont déchiré les tissus nationaux, laissant une économie à l'agonie. Loin d'être de simples tensions, les divisions ethniques ont été sciemment instrumentalisées par ce système, exacerbant les fractures pour servir des intérêts égoïstes. Cette période a sémé les graines d'une frustration populaire grandissante face à l'absence criante des visions politiques, préparant les terrains pour l'enracinement de ces systèmes défaillants qui, malgré les changements des dirigeants, n'a jamais été remis en question. Les décennies suivantes ont vu l'approfondissement d'une autocratie grandissante et d'une corruption systémique. Malgré les tentatives de façade pour créer une illusion de grandeur nationale, ces efforts n'étaient qu'un écran de fumée masquant la réalité d'un système toujours plus enraciné, un système que chaque nouveau pouvoir s'est empressé d'adopter et de renforcer. Des politiques économiques désastreuses, telles que la zarianisation, ont conduit à une catastrophe économique retentissante, dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui. Pour masquer ces échecs et maintenir un pouvoir absolu, ce système a exercé une répression sanglante, caractérisée par des purges systématiques de toute opposition et des violences massives et barbares des droits de l'homme. L'extravagance obscène et la corruption effrénée, piliers de ces systèmes, ont gangréné chaque strate de la société, détournant les richesses nationales au profit d'un petit groupe d'individus. Même face aux pressions internationales, les ouvertures vers le multipartisme se sont souvent avérées n'être qu'une parodie démocratique, une ultime tentative désespérée de maintenir le système en place. Les transitions politiques ont rarement apporté la stabilité espérée, se transformant souvent en nouvelle ère d'incertitude marquée par la continuation des conflits et une gestion autoritaire. Le système a prouvé sa capacité à se réinventer, à se doter de nouveaux visages, mais sans jamais changer sa nature profonde. Plus récemment, le pays a été secoué par une instabilité politique et militaire chronique. Des accusations massives et non démenties de fraudes électorales
ont miné la crédibilité du processus démocratique, alimentant une contestation populaire légitime de la gouvernance. Les abus de pouvoir flagrants et la corruption éhontée ont révélé une kleptocratie institutionnalisée qui n'est qu'une facette de ce système global. Les conflits armés incessants, particulièrement dans l'est du pays, ont plongé des régions entières dans les chaos humanitaires et sécuritaires. La croissance économique, parfois affichée, n'a été qu'une illusion, un mythe conçu pour masquer l'accaparement des richesses par une élite minuscule, entraînant des disparités sociales abjectes et une misère accrue pour la majorité de la population. Tout ceci est le résultat direct du fonctionnement de ces systèmes perpétués de décennie en décennie. En somme, l'histoire de la RDC depuis 60 est celle d'un potentiel immense bridé par un système de gouvernance défaillant et prédateur. Les caractéristiques principales des méfaits ont persisté, prouvant la résilience de ces systèmes. Instabilité politique chronique, corruption endémique, violation des droits humains, instrumentalisation des divisions et un échec persistant à traduire les richesses naturelles en bien-être pour la population. Ce triste héritage continue de peser lourdement sur le présent. Malgré les aspirations initiales à rompre avec le pratique passé, le régime Tshisekedi, loin d'en découdre avec les systèmes préexistants, s'est accommodé de ses rouages, se positionnant ainsi davantage comme son héritier que comme son fossoyeur. Nous avions tenté, au péril de notre vie et de notre liberté, de transformer ces systèmes de l'intérieur. Cependant, nous nous sommes heurtés à une résistance farouche de ces systèmes, incapables de se départir des antivaleurs qui les caractérisent. Face à cette réalité implacable, la solution se conjugue en un seul mot: la rupture. Les justiciers de la République. Le peuple congolais ne peut plus se contenter de demi-mesures ou de simples réajustements cosmétiques. C'est pour répondre à cet impératif catégorique et salvateur des ruptures avec ces systèmes d'oppression et pour satisfaire aux besoins d'un système nouveau fondé sur des valeurs essentielles telles que la place prépondérante des hommes et des femmes congolaises au cœur du système, la démocratie, la justice sociale, la répartition équitable des richesses du pays, le travail pour tous, l'égalité et la protection de l'environnement, que nous nous sommes rapprochés pour créer la coalition de la gauche congolaise. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'évocation de ces faits malheureux qui émaillent l'histoire de notre pays était nécessaire. Car, comme l'affirme le professeur Alfred Glosser, je cite, « Décrire les réalités humaines, essayer de les comprendre, c'est peut-être aider à la fois ceux qui exercent le pouvoir et ceux qui les leur confient à mieux appréhender ces réalités. C'est aussi concourir, sans sortir de son rôle, à donner toute sa dimension à la politique. » Ces diagnostics
nous oblige à faire un constat accablant. L'échec de l'ensemble de notre classe politique. Oui. Trop souvent, ces acteurs politiques sont corruptibles ou corrompus. Peut-être corrupteurs, détourneurs de fonds publics et parfois même fossoyeurs de la justice. Oui, à tous les niveaux. Il est temps de s'arrêter et de déclarer « ça suffit ». Notre peuple a tant souffert de cette situation. Nous devons nous arrêter et dire que maintenant c'est fini. C'est pourquoi nous en appelons à une véritable remise en question de l'ensemble de la classe politique congolaise. Il est essentiel aujourd'hui de réfléchir à la réelle contribution, à l'impact concret que les innombrables partis et plateformes politiques ont apporté à notre pays depuis 60 ans. Jusqu'à ce jour, le bilan doit être analysé avec lucidité pour envisager un avenir meilleur. Comme on le sait, les plateformes politiques en République démocratique du Congo n'ont été jusqu'à présent que des constructions éphémères conçues à la veille des élections pour le seul et unique dessein de soutenir un leader autoproclamé éclairé. Ces structures érigées dans l'urgence et dépourvues de toute conviction idéologique profonde sont dissoutes aussi vite qu'elles sont apparues, laissant derrière elles un sillage d'opportunisme et de déception. Elles incarnent, ces structures politiques incarnent la faillite d'une classe politique incapable de s'élever au-dessus des ambitions personnelles et des calculs électoralistes. Fort de ces diagnostics, basés sur l'expérience dans notre pays, la CGC n'est pas une énième plateforme politique dictée par des ambitions personnelles ou des calculs politiciens à court terme venus s'ajouter aux centaines existantes. Non, elle est plutôt l'expression de la rupture radicale avec les pratiques d'un passé qui nous a trop longtemps asservis. Nous naissons des profondeurs de la société congolaise. En dehors des sentiers battus, loin des salons où se décident les destins du peuple sans le peuple, nous sommes l'antisystème par excellence. Notre particularité réside dans le fait que nous rassemblons uniquement des partis politiques et des citoyens qui partagent véritablement le valeur cardinale de la gauche, comme dit si haut, je cite, la justice sociale, l'égalité des chances, la solidarité, la souveraineté nationale pleine et entière sur nos ressources, la dignité humaine, la protection de l'environnement et une gouvernance transparente et responsable. La CGC ne se construira pas autour d'un homme providentiel, mais plutôt autour d'un leadership crédible, visionnaire, fondé sur une idéologie claire et d'un programme de gouvernance concret. Nous rompons avec la floraison désordonnée des regroupements politiques sans âme pour construire une plateforme politique solide unie par des principes inébranlables. Notre objectif n'est pas de succéder au système actuel, mais de les transformer en profondeur, de ses fondations au sommet.
pour bâtir une république au service de tous les Congolais. Nous sommes l'anti-système, ne regroupant que les partis, les Congolaises et Congolais qui partagent les valeurs de la gauche. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers camarades, dans les jours à venir, la coalition de la gauche congolaise ne se contentera pas de dénoncer. Nous agirons. Nous participerons dans les jours à venir. La coalition de la gauche congolaise ne se contentera pas de dénoncer. Nous agirons. Nous participerons dans les débats publics. Nous présenterons à la nation non seulement un guide idéologique dit précis de la gauche congolaise, mais surtout un plan de gouvernance quinquennale détaillé. Ce plan ne sera pas une simple liste de promesses, mais une feuille de route méthodique ancrée dans notre idéologie de gauche qui exposera comment nous allons gouverner. Comme dit Sio, le système de prédation pour assurer sa survie a d'abord effrité l'État, ensuite l'a complètement détruit. À cet effet, la neutralisation du système de gouvernance actuel passe impérativement par la refondation profonde de l'État. Voilà. Nous concevons l'État comme une superstructure essentielle, sans laquelle aucun changement majeur ne peut être envisagé. Il s'agit ici de l'État dans sa dimension cosmogonique, c'est-à-dire doté de l'ensemble de ses capacités anticipatives, défensives et réactives. À cet effet, 6 piliers fondamentaux, l'armée, la police, les services de sécurité, la justice, l'administration publique et la diplomatie constitueront sa partie métaphysique. Compte tenu de sa position géostratégique et fort d'une expérience malheureuse des 30 ans d'instabilité et de conflits armés, souvent provoqués par certains de nos voisins, nous déploierons tous les efforts nécessaires pour bâtir une armée forte, disciplinée et bien équipée. Notre objectif est de construire un État pacifique et hospitalier en plein cœur de l'Afrique, mais doté d'une doctrine militaire ferme. Je cite: tout acte ou déclaration d'un État voisin susceptible de menacer notre indépendance, notre souveraineté ou la paix et la sécurité de notre peuple sera considéré comme une déclaration de guerre. Par conséquent, la RDC sera dans l'obligation de mener des attaques préventives pour défendre son territoire et sa population. Ceci voudrait dire que pour des raisons existentielles, la guerre ne sera pas une option, mais une obligation sacrée. Pour y parvenir, la RDC doit acquérir à l'horizon 30 ans les armes stratégiques. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers camarades, chaque aspect de la vie de notre nation sera abordé avec des propositions claires.
Thank you.